Eh bien, bonjour à tous. Comme j'ai été sympathiquement introduit, je suis Cédric Dupré, je suis fondateur de la société Digital Predict Innovation. Et donc, mon domaine de prédilection, c'est la maintenance industrielle. Je vous propose aujourd'hui, c'est d'explorer avec Monsieur Thomas et moi-même comment la maintenance industrielle permet aujourd'hui, quand je dis la maintenance industrielle, pardon, comment les technologies, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, l'IoT, permettent de faire les choses différemment. Bien, donc je vous propose cette table des matières, tout d'abord d'explorer ensemble les fondements de la maintenance industrielle, son évolution, les bases de l'IA en maintenance prédictive connectée, ses avantages, mais également les objectifs et facteurs clés de succès, la stratégie de déploiement. On va essayer de vous faire une conférence plutôt pragmatique où on vous donnera des exemples, ce qui vous permettra effectivement en fin de conférence, n'hésitez surtout pas à nous questionner. Bien, donc en introduction, je dirais que si on regarde l'état de l'industrie en règle générale, à quelques exceptions faites, vous avez tous la nécessité de produire plus, avec moins de ressources. Quand je parle des ressources, je pense principalement aux ressources techniques. Tous les chefs d'entreprise que je côtoie m'expliquent leurs difficultés à recruter, conserver, former les profils techniques. En moins de temps, puisque je n'invente rien, le facteur de rentabilité de l'outil de production va être le taux de disponibilité de la ligne, et puis avec des budgets qui doivent être fatalement contenus. Et si on regarde ça et on compare par rapport aux mutations de l'industrie ces dernières années, eh bien on s'aperçoit qu'on a une production qui est de plus en plus en flux tendu. On a parlé, déjà j'ai introduit la difficulté de la ressource technique disponible. Eh bien ça nous force effectivement à être attractifs. Quand je dis attractif, eh bien on va penser effectivement aux jeunes générations par rapport au métier de l'industrie et de la maintenance. Mais aussi, vous avez l'obligation, et on a l'obligation aujourd'hui d'être dans une maintenance qui respecte les valeurs du RSE. Donc, quant à l'impact environnemental, mais également dans la qualité de travail des intervenants. Et puis, est venu se greffer à ça le coût de l'énergie et des matières premières. Et puis, j'explorais également le dernier index qui est la perte des connaissances techniques liées aux seigneurs de la maintenance qui partent et qui n'ont pas eu toujours l'opportunité de transmettre leurs compétences. Bien, donc une fois qu'on a fait ce constat, on va regarder ensemble comment aujourd'hui l'IoT plus l'évolution des réseaux de communication et de l'intelligence artificielle va nous permettre d'améliorer le taux de disponibilité, d'avoir un impact également sur la réduction des coûts, va permettre de libérer du temps aux gens qui ont le savoir-faire, puisqu'on manque de candidats, autant les utiliser à bon escient. Et puis, on aura aussi la possibilité d'améliorer notre impact RSE en faisant les choses au bon moment et non pas de façon récurrente. Et bien entendu, le fait d'utiliser des outils modernes permettra à l'entreprise de soigner son image. Et bien entendu, on parle beaucoup aujourd'hui de marque employeur. Donc si on compare les différents types de maintenance, bien entendu, et ça se fait encore dans certaines entreprises, malheureusement, on a encore beaucoup de maintenance curative. Donc ben là, je pense que ça ne sert à rien de détailler, on va passer très vite. On a des gens qui font de la maintenance en mode pompier, ce qui nécessite effectivement et ce qui engloutit des coûts relativement importants, ce qui impacte la fiabilité, mais aussi la durée de vie des équipements. Ensuite, on a mis en place la maintenance préventive. Donc forcément, c'est plus confortable puisqu'on va travailler avec un calendrier d'actions récurrentes. Le désavantage de cette méthode de maintenance, c'est qu'elle a un besoin important en ressources, mais également en moyens.
Elle nécessite une planification et un suivi complexe. Et puis, bien entendu, puisqu'on fait les choses de façon récurrente, il y a forcément le risque de surmaintenance. Et quand on introduit le risque de surmaintenance, on peut également évoquer toutes les incidences que ça peut avoir à partir du moment où on touche à une machine qui tournait bien au préalable. Je pense qu'on a tous fait cette expérience d'une maintenance, on révise une maintenance, on remet en service et patatrac, pour le coup, ça ne se passe pas comme on le souhaite. Ensuite, et il y a maintenant quelques bonnes dizaines d'années, est venue la technique de la maintenance conditionnelle. Donc la maintenance conditionnelle va permettre effectivement sur un parc donné d'aller explorer la condition des machines. Alors ça va nécessiter des coûts initiaux importants. Bien entendu, on introduit une notion de complicité technique, ce qui veut dire qu'on va avoir besoin de soit recruter, soit former des agents. Et puis, puisqu'on est dans la complexité, eh bien, on va introduire aussi des notions de risque de fausse alerte. Si on reprend ces mêmes méthodes de maintenance et qu'on regarde ça d'un point de vue RSE, eh bien, pour le curatif, on a un impact environnemental fort. Je pense que ça ne sert à rien de le détailler, tout le monde le comprend aisément. On impacte également forcément la sécurité des interventions et le bien-être des salariés, puisqu'on les stresse à courir un peu partout. Mais on a un impact social et communautaire quand même important. Je pense que pour n'importe quelle entreprise, ce n'est pas très rassurant d'afficher auprès de ses clients, ses fournisseurs et de ses salariés cette instabilité de travail. En mode préventif, on a toujours un impact environnemental qui va être fort, puisque pour le coup, je vais prendre l'exemple d'une vidange, on va la réaliser en fonction d'un calendrier. Alors l'avantage, bien souvent, c'est qu'effectivement, on fait ça de façon récurrente, mais le problème, c'est qu'on consomme beaucoup d'huile et derrière, il faut la recycler. Et bien entendu, et encore sur notre stand, beaucoup d'industriels nous expliquaient d'ailleurs que lorsqu'ils vidangeaient leurs organes mécaniques, parfois l'huile était tout à fait encore capable de faire son travail. Surutilisation des ressources RH et énergétiques, et puis une efficacité opérationnelle saccadée, puisque bien entendu, il va falloir intervenir sur les machines. En maintenance conditionnelle, eh bien, on va avoir un phénomène quand même qu'on peut énumérer, c'est qu'on va faire une inégalité en fonction du secteur d'activité et de la taille de l'entreprise. Bien entendu, ça sera beaucoup plus facile si vous êtes grosse entreprise d'essayer de trouver des ingénieurs fiabilistes et de les garder. Et ça sera également une inégalité par rapport au secteur d'activité, donc par rapport à la taille, par rapport au secteur d'activité. Vous allez également, pour les entreprises qui ne vont pas faire le choix de recruter en interne des experts fiabilistes, eh bien en fait, vous allez créer une dépendance aux experts externes qui pourront effectivement venir au moment où ils sont disponibles. Et eux-mêmes, d'ailleurs, ont les mêmes problèmes que nous tous, c'est-à-dire le manque de ressources. Et puis, le dernier onglet et la limite de la maintenance conditionnelle, c'est le fait qu'effectivement, on va pouvoir aller voir la condition de certaines machines à certains moments, mais à aucun moment on aura le temps de travailler sur les routes causes. Et c'est bien ça qui va nous intéresser. C'est non seulement de le faire au bon moment, mais c'est surtout aussi éviter la répétitivité du problème. Pourquoi donc la maintenance prédictive devient essentielle? On va voir ensemble comment elle contribue à l'augmentation du taux de disponibilité, comment elle permet d'optimiser les coûts, d'améliorer la sécurité, l'impact RSE et bien entendu d'agir sur la durée de vie des équipements. La maintenance prédictive est possible puisque aujourd'hui on trouve sur le marché beaucoup de capteurs connectés. Donc l'IoT, on a un réseau de communication qui est de qualité et ça nous permet effectivement de faire de la collecte en temps réel, donc qui est une condition essentielle lorsqu'on va parler de maintenance prédictive. Et le progrès de l'IA va permettre effectivement d'analyser en temps réel les données qui arrivent des machines. Je vais vous donner un premier exemple.
La condition d'un groupe électropompe. Eh bien, aujourd'hui, effectivement, nombre de personnes changent des garnitures, entretiennent des roulements de façon préventive ou se trouvent pris à dépourvu face à des fuites ou des indisponibilités mécaniques. Eh bien, grâce à la maintenance prédictive, non seulement effectivement on va pouvoir remonter un certain nombre de changements de conditions au bon moment, mais surtout ça va vous permettre aussi de comprendre à quel moment la machine peut être en souffrance. Parce que bien entendu, ça serait trop facile si nos machines étaient utilisées de façon linéaire. Et le fait effectivement d'avoir des capteurs ou des capteurs connectés permettra de comprendre sur quelle phase de fabrication, sur quelle phase d'utilisation, à un moment donné, on met les machines en souffrance, mais aussi de comprendre, quand on parle de cavitation, qui va détruire inéluctablement la machine si on ne comprend pas ce qui se passe, ça permettra en temps réel aussi de savoir, pour les gens qui vont comprendre ce vocabulaire, savoir si on cavite sur une courbe à droite ou à gauche, parce que là, pour le coup, les remèdes seront bien différents. Et tout ça en un temps record. Donc la maintenance conditionnelle, eh bien en fait, elle a, à mon sens également, le désavantage, c'est de fragmenter les technologies. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des experts en vibration, vous avez des experts en acoustique, vous avez des experts dans beaucoup de domaines. Et bien entendu, tous ces experts vous établiront des rapports, ils feront du mieux possible, mais néanmoins, on sera toujours dans un type de maintenance réactive et sur un pourcentage de parc machine possible dans le temps imparti. Grâce à l'IA, bien, on va avoir la possibilité d'un apprentissage automatique, ce qui va permettre effectivement, eh bien, dans le cadre de la maintenance prédictive, d'utiliser cette IA pour avoir une approche non seulement multicapteur, ça veut dire qu'on va pouvoir récupérer de l'information qui est déjà présente sur le site au travers des capteurs qui sont déjà installés, mais on va pouvoir aussi récupérer des informations sur des capteurs IoT ou alors d'autres signaux analogiques, etc. Et tout ça va faire qu'on va avoir, grâce à l'intelligence artificielle, on va avoir un traitement de ces données dans un temps rapide, avec non seulement la détection des choses, mais en plus la traduction de façon très pragmatique de ce qui se passe. Et ça, c'est intéressant. Pour le coup, on aura la possibilité d'être en maintenance proactive. L'intelligence artificielle va permettre effectivement, comme je vous le disais, de se nourrir de différentes sources de data. Et ça, c'est vraiment la capacité intéressante. Ça veut dire que ce soit du capteur filaire, que ce soit de l'IoT, que l'on soit en analyse vibratoire, en analyse ultrason, de l'analyse d'huile. Vous pouvez mettre effectivement tout un écosystème solide de data qui va remonter. Tout ça va être traité de façon immédiate. Et on n'attendra pas effectivement d'avoir une condition totalement dégradée pour pouvoir donner des informations de changement de conditions. Et c'est là où effectivement on va parler d'algorithmes fonctionnels et de défaillance. Donc quels sont les avantages de la maintenance prédictive? Eh bien en fait c'est de faire une détection précoce. On prend l'exemple d'un roulement mécanique. Bien entendu on est tous capables de détecter à un moment donné que le roulement est en train d'être en mode de défaut. L'intérêt de la maintenance prédictive, c'est de savoir à quel moment le roulement, de façon très précise, manque de graisse. Pourquoi? Parce que si je graisse au bon moment avec la bonne quantité de graisse, je suis certain d'avoir un impact sur la durée de vie du roulement. On va pouvoir surveiller un parc machine beaucoup plus important. Eh bien entendu, lorsque j'envoie des ingénieurs fiabilistes sur un site, ils font des journées de 7-8 heures, mais on ne peut traiter, si on regarde les statistiques, dans l'industrie française, qu'environ 10% du parc machine. Donc ça veut dire qu'on a encore 90% du parc machine, globalement, qui n'est pas surveillé. Eh bien la maintenance prédictive permettra, au travers de sa rapidité d'analyse et de sa facilité de déploiement, permettra de mettre beaucoup plus de machines sous contrôle. Optimisation des processus, parce que le fait effectivement d'avoir des machines sous contrôle, je vous le donnais en exemple tout à l'heure lorsque je parlais de cavitation, va permettre pour un service maintenance notamment de comprendre
quels sont les moments dans le cycle de vie de la machine, quels sont les instants où effectivement il se passe des choses qui mettent la machine en défaut. Et à partir de là, on va pouvoir créer une synergie entre la production et la maintenance. Parce qu'effectivement, je prends l'exemple d'un mélangeur, en fonction de la viscosité du produit qu'on va avoir à mélanger, bien entendu, on risque peut-être d'avoir des efforts faits par la machine différentes. Amélioration de l'efficacité énergétique. Forcément, si j'ai des machines qui tournent bien, j'optimise ma consommation énergétique. Et puis, valorisation de l'image de l'entreprise et de la marque employeur. Parce que travailler avec des outils modernes, des outils performants, je pense que c'est plus sexy pour des gens qui recherchent du boulot que de travailler avec des outils archaïques. Donc, on opère vraiment avec la maintenance prédictive connectée sur une notion de performance globale. Je vais vous donner un cas d'usage, et celui-ci je l'aime bien, cas Nestlé. En fait, on s'imagine dans un local utilité, deux pompes d'alimentation de chaudière. Je vais leur faire un peu de pub. KSB type WKL, elles étaient verticales et pas horizontales. Et pour le coup, lorsqu'on a fait cet essai-là, aucune des pompes ou aucun paramètre des pompes ne pouvait présager de la moindre défaillance. Sur la première pompe, l'IA, immédiatement, lorsque l'on a mis le système en route, a intégré que la machine était en parfait état de fonctionnement. Donc en quelques secondes ou quelques minutes, on passe sur la machine suivante. Et là, pour le coup, c'était assez intéressant parce que immédiatement, ADA, l'intelligence artificielle, détecte un défaut. Et pour le coup, là où je veux en venir, c'est que ce défaut était un défaut, alors j'espère que les gens vont me suivre, un défaut sur une barre rotorique, défaut de magnétisation, soit une fissure, soit du jeu. Mais ce qui est intéressant, c'est que de façon immédiate, forcément le client s'est posé la question du mode de démarrage de son groupe, c'est-à-dire du nombre de démarrages, du réglage de la courbe courant-temps. Donc non seulement il a décelé un problème avant que ça devienne vraiment un problème impactant, mais en plus, ça lui a permis de corriger immédiatement la cause de la défaillance. Ou de la défaillance, devrais-je dire, pour être précis, à venir. Je vais maintenant passer le micro à Frédéric Thomas, donc notre directeur technique, qui va vous présenter un cas d'usage dans l'industrie pharmaceutique. Bonjour à tous. Donc dans ce cas d'usage, on parle de CTA, de centrale de traitement d'air. C'est un site pharmaceutique qui avait à peu près 25 CTA dans son application. Particulièrement, le site avait besoin de faire des maintenances préventives tous les ans. Pourquoi? Parce qu'entre arrêt technique tous les ans, il ne pouvait pas se permettre d'avoir un arrêt dû à une panne. Donc ça peut paraître anodin, mais de faire des maintenances préventives tous les ans, ça a aussi un coût, et ça a aussi un coût de production, de temps. Donc grâce à l'intelligence artificielle et aux capteurs connectés que nous avons pu mettre en place sur cette installation, la première année, nous avons pu découvrir tous les événements qui se sont passés sur ces machines. Nous avons pu découvrir les causes racines de pourquoi ils avaient besoin de remplacer leur roulement, de remplacer leur courroie si souvent. Ça a résulté à faisant des équilibrages dynamiques sur les machines qui ont permis de réduire le taux d'équilibrage nécessaire pour ces équipements, qui ont fait moins souffrir les roulements, moins souffrir les courroies. La première année, nous avons résulté sur 50% de réduction du temps de maintenance et du nombre de machines qui ont dû avoir une maintenance à agir dessus. Et la deuxième année, nous en sommes maintenant à 30% supplémentaires de réduction. Pourquoi? Parce que la deuxième année, nous avons aussi découvert des causes racines plus importantes, comme les supports de fixation qui étaient usés et qui donnaient des balourds supplémentaires sur les ventilations. Donc c'est un cas simple, mais c'est un cas qu'on voit assez régulièrement. Et le bénéfice est non seulement financier en termes de maintenance, temps de maintenance, pièces de maintenance, mais certainement en termes de temps d'arrêt usine. Parce que chaque jour était un jour d'arrêt usine. Donc 9 jours supplémentaires de production qui rend ce cas d'étude un des meilleurs cas que nous avons pour l'instant. Mais voilà. Voilà pour ce client. Merci Frédéric. Je vous propose maintenant d'écouter un de nos clients. Alors celui-ci, il est intéressant, c'est qu'il a eu un amortissement de son matériel très rapide. On lui a déployé, donc c'est un client qui est dans l'Est, je vais laisser se présenter. Il fabrique des arômes. Mais je vais laisser passer le petit film.
Je pense que non. Ouais. Ok. Bonjour, je Merci. m'appelle Charles Gaudion, le responsable maintenance du site de Givaudan-Pomacle. Nous sommes leaders dans le monde du parfum et des goûts. Nous fonctionnons en 24 sur 24 dans notre usine et nous avons qu'un arrêt technique de 2 semaines. Suite à cela, on a refait une revue de la totalité de nos équipements tournants à suivre, donc soit sur 300, et nous avons évalué ce que nous allons faire réviser ou non. Grâce au kit troubleshooting, nous avons ainsi fait que ce qui était nécessaire et nous avons réduit nos dépenses de 95 000 euros à 15 000 euros. Donc c'était un succès, nous continuons à suivre l'aventure. Voilà. En fait, de plus en plus, on va donner la parole à nos clients. On va travailler beaucoup ces formats-là sur notre chaîne YouTube parce qu'on s'aperçoit que les retours sur investissement, en fait, ils sont très très courts. On pourrait penser qu'effectivement la maintenance prédictive, on va le voir après, c'est compliqué à mettre en œuvre parce que c'est des nouveaux mots, peut-être c'est de nouvelles technologies, mais en fait c'est quelque chose qui se met en place très simplement, parce qu'il y a une approche pédagogique, effectivement, comme tout jeu il y a un mode d'emploi, et les retours sur investissement se comptent en termes de mois et non pas en années. Donc les facteurs clés de succès de nos clients dans le domaine de l'énergie, on a pris un cas également pharmaceutique et dans le maritime. Donc en énergie, c'était de fiabiliser des équipements stratégiques pour une entreprise rouennaise. Pharmaceutique, donc là on travaille beaucoup dans l'industrie pharma et ils ont effectivement beaucoup cette notion de réduire des coûts de sous-traitance. Et puis dans le maritime, forcément, on a un exemple là de diminuer le taux d'immobilisation d'une drague. Et depuis, effectivement, on a quand même beaucoup d'acteurs aujourd'hui du maritime. D'ailleurs, on va créer des clusters d'efficience pour l'utilisation dans ces domaines de la maintenance prédictive et la communication avec les autres organes du beurre. Mais le point clé de succès de l'ensemble de ces secteurs d'activité, eh bien, c'est le management et la culture du changement. Bien entendu, il va falloir accompagner. Alors, ce n'est pas très compliqué, mais simplement encore, il y a un mode d'emploi. Donc assurez-vous que l'entreprise et l'outil que vous choisirez puissent avoir cette approche pédagogique, non pas de l'avant-vente, mais effectivement parce que la maintenance prédictive va se déployer progressivement. Ça veut dire qu'effectivement il y a un accompagnement qui va être tout au long du cycle. Ce changement va s'accompagner de formation, bien entendu, formation à l'utilisation des outils. La définition, vous devrez bien définir et suivre des objectifs. Ça n'a du sens qu'à partir du moment où on sait valoriser et on sait factualiser les gains. Ça veut dire que notre habitude de travail, en ce qui nous concerne, dès qu'on introduit un objet sur une machine, donc on a bien sélectionné la machine, on établit avec le client un état des lieux et la préoccupation va être dans des réunions de suivi mensuelles ou trimestrielles d'évaluer les gains. Ces gains-là nous permettront d'ailleurs de justifier très facilement pourquoi on équipe la machine d'à côté. Et puis il y a un paramètre important, bien entendu, c'est la gestion de la cybersécurité. Alors ça, c'est le grand sujet. Soyez convaincus qu'aujourd'hui sur le marché, il existe des systèmes sérieux qui non seulement sont homologués, sont sûrs, mais qui permettent également, si vous étiez dans des normes plus drastiques que la pharmaceutique, eh bien, d'être totalement externe à vos propres réseaux de communication. Comment on propose une stratégie de déploiement? Eh bien déjà, il va falloir faire un audit de situation. Ça veut dire que dans cet audit de situation, bien entendu, vous allez essayer de choisir les machines qui pour vous sont les plus impactantes. Impactantes en termes de temps, impactantes en termes de coûts, impactantes en termes d'importance par rapport au process. Et puis, une fois que vous avez choisi vos machines, bien entendu, il va falloir sélectionner les outils. Parce que quand on parle de maintenance prédictive, aujourd'hui, j'ai essayé de vous donner cette vision, de savoir qu'on est capable effectivement de monter différents capteurs, de récupérer différentes informations qui sont déjà présentes sur le site, ou d'associer des capteurs supplémentaires de type IoT. On va déployer et on va former le personnel. Donc, nous, on va se positionner dans cette démarche d'accompagnement avec des ingénieurs fiabilistes, avec un système de rendez-vous mensuel qui permettent effectivement, non seulement effectivement de s'assurer que les gens sont à l'aise,
mais aussi surtout toujours dans cette notion de dire si les gens sont à l'aise, à un moment donné, on doit avoir des résultats. S'il y a des résultats, il faut qu'on les factualise. On met en place la synergie homme-intelligence artificielle. Donc ça ne veut pas dire que l'intelligence artificielle remplace les hommes, ça veut dire que l'intelligence artificielle traite beaucoup de données, règle tous les problèmes simples, et on utilise nos spécialistes à travailler sur les routes causes. Une fois qu'on a mis tout ça en place, on peut commencer à parler d'optimisation fonctionnelle. Donc à partir de là, on considère qu'on a des machines qui tournent plutôt bien, qui sont efficientes, et on valorise les gains. Et à partir du moment où on a valorisé les gains, on pourra à ce moment-là déployer à grande échelle. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, je suis exactement dans le timing, c'est pas un hasard. Et je vais vous laisser la parole si vous avez des questions. Merci infiniment à tous les deux pour la clarté de vos propos et pour cette présentation. Merci. On va voir si vous avez été si clair que ça. Est-ce qu'il y a des questions ? Je voulais savoir, vous avez les exemples plus concrets parce que dans les ensembles, on a bien compris l'utilisation de l'intelligence artificielle. Par contre, dans les industries, on a différentes machines, on a différents équipements. Et comment vous mettez en place cette technologie pour différentes machines ? Merci. Merci pour cette question. Alors, la question est très intéressante dans le sens où, effectivement, elle nécessite une réponse large et précise. Vous avez dans la maintenance prédictive la capacité d'avoir déjà des outils nomades qui sont une première entrée en matière, qui permettent d'évaluer un petit peu ce qui fonctionne moins bien, là où on peut avoir du résultat, là où ça sera un peu plus long. Une fois qu'on a passé cette phase-là, on peut effectivement sélectionner des capteurs de façon plus durable ou aller chercher des informations que vous, industriels, de toute façon, vos services maintenant savent que ce sont des paramètres importants. Nous, on ne va pas révolutionner les choses. En fait, vos techniciens savent qu'il faut surveiller tel paramètre. Alors parfois c'est du capteur, parfois c'est du sensoriel, on ne va pas révolutionner la maintenance, on considère qu'on sait faire de la maintenance. Mais on va utiliser les technologies pour que ça se fasse d'une façon plus large, plus rapide, pour libérer justement du temps à nos hommes de faire les choses et surtout travailler là où il y a besoin de réglage, où là il y a des problèmes récurrents, etc. Donc je ne sais pas vous répondre précisément, j'en suis navré, mais je pourrais vous donner assez facilement des cas concrets puisqu'on cumule beaucoup de cas d'usage dans différentes industries. Venez sur notre stand ou scannez notre QR code et avec plaisir on vous donnerait selon votre secteur d'activité des machines sur lesquelles nous avons obtenu du résultat. On a des questions également en ligne puisque Voilà. Comment convaincre les équipes ? Je vais laisser Frédéric répondre à cette question, vous expliquer en quelques mots la pédagogie à mettre en place. Voilà, et donc lever évidemment les résistances au changement. Oui, c'est une très bonne question. En effet, c'est un des points principaux du déploiement de la technologie. Ça se fait à travers plusieurs éléments. Un, le succès. Parce que si on a un succès, et ça revient au retour sur investissement, c'est de pouvoir justifier, présenter et montrer aux techniques qui utilisent l'outil qu'il y a une valeur aussi bien pour eux que pour l'entreprise. S'ils sont au courant de ça, s'ils en voient l'intérêt, ils voudront le déployer plus. Mais aussi, d'une façon pédagogique, sur la formation d'utilisation. C'est l'accompagnement des techniciens lors des premiers pas pour les aider à l'utiliser, pour valoriser l'outil, pour s'assurer qu'il soit utilisé correctement et donc qu'ils aient des opportunités de trouver ces gains financiers, de temps, de réduction de panne. Étant, il y a longtemps, fait de la maintenance moi-même, il y a une chose que tous les techniciens ont en commun, ils détestent avoir à aller au travail à minuit quand on appelle en urgence ou le vendredi soir quand ils ont envie de rentrer chez eux. Il n'y a aucun technicien qui veut faire de la maintenance curative répétitive. Ils ont tous l'intérêt et la volonté de vouloir refaire les choses différemment. Aujourd'hui, on a des outils qui peuvent leur permettre de réussir à changer les choses et on peut les aider à y arriver.
Je rajouterais, pour être complet à cette question là, du web, dans notre approche, et c'est une approche, il peut y en avoir d'autres, déjà, avant de déployer, on va aller sur le terrain et ce n'est pas une force commerciale qui va venir, c'est en règle générale un ingénieur fiabiliste et il va travailler avec les gens du terrain. Ça veut dire que sur un format d'une journée ou deux, sur vos machines, ils vont faire l'expérience de l'efficacité, de la rapidité de la prise en main et de la simplicité des choses. Et à partir de là, 90% des cas que l'on a eus, c'est le terrain qui réclame les outils. Quand on a fait ça, on a gagné. Ça veut dire qu'ensuite, il suffit effectivement d'organiser des formations forcément avant de déployer le matériel sur site. Et on a un format, on considère effectivement qu'il est important ensuite d'avoir des contacts réguliers. Donc on a des rendez-vous mensuels obligatoires. On dit toujours, nous, on ne vend pas, je ne citerai pas le nom de ma solution, on ne vend pas si le client ne nous ouvre pas les portes de l'industrie une fois par mois minimum. Parce qu'en fait, on va avoir 3 points. Le premier, ça nous permettra de répondre aux questions d'utilisation. Ça, c'est essentiel pour pas que l'outil soit laissé parce qu'à un moment donné, on a une difficulté. Deuxièmement, on le disait tout à l'heure avec une question qui a été posée dans la salle, vos techniciens connaissent vos machines, connaissent vos ennuis, les épines dans le pied, les moutons à 5 pattes, etc. Nous-mêmes sommes des professionnels de la maintenance, donc on met en place un partenariat. Et ce partenariat, il doit cibler vos machines à problème. Si on est capable dans cet accompagnement, en fédérant vos ressources techniques, d'obtenir des résultats, de factualiser les gains, c'est gagné. Aujourd'hui, on en est arrivé, parce qu'on a quand même équipé un bon paquet d'industries, où on forme en interne des gens qui sont des formateurs groupes pour des solutions. Donc, ils font le travail d'accompagnement de leurs collègues, d'ailleurs d'autres sites. Il y a une autre question en ligne également qui s'adresse à M. Thomas, directeur technique. Alors, on sait que vous avez eu un parcours en maintenance. La personne qui pose la question souhaitait avoir un peu plus de détails, voilà, savoir si vous étiez issu de la maintenance et décrire un peu le parcours. Oui, ok. Bon, le parcours simple, j'ai fait des études d'électromécanique. Je suis sorti il y a bien des années de ça, en 98, avec un bac pro électrotechnique. Et au fur et à mesure des années, repris les études, aussi bien techniques que managériales, pour développer des technologies sur le terrain. En termes de maintenance, j'ai été responsable de maintenance pour aussi bien de la logistique, des entreprises de grosses mécaniques comme Caterpillar ou GCB, des gens comme ça, et du consulting depuis plus de 10 ans pour aider les industriels à fiabiliser leurs équipements. Voilà. Ok. Bon, je vois bien que Frédéric a beaucoup plus de succès que moi, mais ce qui est important quand on fait de la maintenance... On vous connaît, Monsieur Dupré, c'est pour ça. Quand on fait de la maintenance prédictive, c'est important de ne pas oublier que le mot le plus fort, c'est le mot maintenance. Voilà. Moi-même, effectivement, j'ai dirigé pendant 22 ans une entreprise de réparation et de maintenance des équipements industriels, ce qui permet effectivement d'avoir une approche pragmatique et de bien savoir ce que l'on va aller rechercher sur le terrain en termes de défauts et de diagnostic. Alors le temps tourne, on a peut-être une dernière question, encore une en ligne. Est-ce que vous pouvez nous citer des références en Normandie? Oui, je pourrais les citer sur mon stand. Je ne veux pas les médiatiser parce que déjà, je n'ai pas demandé l'autorisation à mes clients de les citer. Nous avons une empreinte en Normandie qui est une empreinte pharmaceutique, une empreinte chimique, pétrochimique, et on travaille aujourd'hui sur une échelle du territoire français et on devrait effectivement être présent sur l'Europe à partir de l'année prochaine. D'accord. C'est bon. Très bien. Écoutez, merci infiniment à tous les deux. Merci. Si vous souhaitez continuer ces échanges, on est une équipe de passionnés, on vous accueille avec plaisir sur notre stand qui est Hall 5. On est bien indiqué sur le plan du CPM, c'est une belle organisation. Et sur le plan. Merci à tous et très bonne journée.